Donc bonjour et bonsoir à tous. Content de vous voir ici. Donc aujourd'hui, c'est le lancement d'une nouvelle émission de manga bande dessinée du nom du Carphanum. Le Carphanum, c'est quoi? C'est une émission centrée sur l'actualité autour de la BD, des comics et du manga. Et ça regroupera aussi une partie qu'on nomme No Capharnaüm, qui est grosso modo nos recos, nos découvertes, nos découvertes de lecture manga ou de podcasts ou de vidéos. C'est un groupement de pas mal de choses. Donc ça, c'est un peu le format classique qui sera divisé donc en première partie sur nos actualités et la deuxième partie sur nos capharnums. Ensuite, donc ça sera, il y aura différents contenus sur la chaîne, enfin sur l'émission. On pourra retrouver des invités, que ce soit des lecteurs et des lectrices comme Monsieur et Madame Tout le Monde, ou des personnes travaillant dans l'univers de la BD ou du manga, ou autres. Et je pense que j'ai peut-être rien oublié, mais n'hésitez pas à ajouter d'autres précisions. Chloé, Vincent, Antoine, c'est à vous. Vous avez d'autres choses à ajouter sur sur le Je Capharnaüm. me permets une petite introduction pour dire que c'est Capharnaüm Ah et oui, pas Carphanum pour une petite erreur Désolée, je rigole. dans le titre. mais c'est bien, on recommence avec ça. Il se dit Capharnaüm, et moi à chaque fois j'ai Capharnaüm. Oh bah oui, bah voilà, Du coup, oui, c'est pour circonstance de Capharnaüm et de Sinon, bordel te un petit laisser peu. continuer. j'ai été lancé, je comprends que vous voulez pas m'arrêter. Le pire, c'est que c'est quand même un titre qu'on a réfléchi, mais voilà. Bon, tant pis. Oui, Ca- Discours Capharnaüm. de Yokohama, tout ça. Ouais, voilà, c'est même chose, ça va être le nom officiel de la chaîne, du coup, ça va plus être Capharnaüm, mais Capharnaüm. L'avantage, c'est que c'est original. Oui, c'est tout à fait vrai. Euh, Et du coup, oui, bah, si vous avez des points à ajouter, n'hésitez point. J'ai parlé des invités, du format actualité, des Capharnaüm. All good de votre côté? Bah, déjà Peut-être préciser que... ah vas-y. Ah, pardon. Vas-y, Non, vas-y. mais vas-y. Non, bah, je voulais juste te dire qu'en fait, l'idée, c'était, de reprendre un peu ce qu'on faisait déjà, mais on s'était rendu compte que simplement parler de lecture, c'était quand même assez long, et un peu redondant et aussi on avait envie d'aborder d'autres points, d'ouvrir un peu, à plus de choses et donc c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit qu'on allait vraiment se poser, réfléchir à un concept un peu plus précis et voilà. Et je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais c'est que là, pour le moment, on est sur la chaîne, de PA, mais à terme, on aimerait bien, faire notre propre chaîne pour qu'on ait vraiment, un endroit dédié pour, nous 4 et pour nos émissions. Comme ça, ce serait plus clair, mais comme, là, c'est un peu, le test, on n'a pas encore eu le temps de vraiment se lancer à proprement parler avec une nouvelle chaîne, quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est Euh, exact. Oui, vas-y Antoine. juste dire que tout dit, j'allais juste ajouter qu'on avait aussi prévu de réduire la durée des lives pour éviter que ça soit imbuvable ou trop long pour ceux qui viennent après et même pendant, puisque c'est assez dur de tenir 4 heures sur un live. Grosso merdo, c'était ça, ouais. Ouais. Après, on va essayer. C'est 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 tout l'enjeu, quoi. Est-ce qu'on va y arriver? On sait pas. Mais oui, c'est l'objectif, donc faire un format plus court et après, évidemment, rien n'empêche, je sais pas, tous les 3 mois, genre en période estivale ou en période de Noël, enfin, de, de nouvelle année, de faire nos bilans actuels, enfin habituels, ou soit les récaps de festivals. Mais voilà, ça, c'est un truc qu'on va essayer de maintenir de manière plus régulière. Et, oui, comme a dit Chloé, bah, il y aura une chaîne dédiée, ça va arriver. Une chaîne YouTube pour les replays et mettre ça dans un joli podcast. Donc, je pense que ça viendra progressivement. Voilà.
Je pense qu'on est tout bon. Yes. Ok. Du coup, on va commencer avec les premières actualités. Je sais plus comment j'ai réorganisé tout ça, mais je pense qu'on va le découvrir ensemble. Donc voilà, la partie actualité. Et on commence avec les annonces Naban, des sorties prochaines de Naban. Je crois que Chloé, c'est toi qui voulais nous introduire sur le sujet. Alors oui, en fait, on a décidé de s'arrêter un peu sur ces sorties pour pouvoir éventuellement les mettre un petit peu en avant et en discuter. Bon, le but, c'est pas de s'attarder sur tous les titres, mais juste, d'évoquer un peu tout ça parce que ça a quand même été un événement finalement, qui a rythmé, le mois d'août. Naban, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, a fait une série d'annonces de nouveaux titres et des titres, relativement, audacieux et intéressants et donc on voulait quand même, voilà, s'arrêter pour les mettre un petit peu en avant. On a, dans un premier temps, Kaze Toki no Uta là, qui est juste en haut à gauche, qui est clairement un gros, gros classique, du shoujo et clairement un titre, que personnellement, je sais pas vous, mais moi je pensais jamais voir en France ou alors pas tout de suite, quoi. Donc c'est quand même une grosse prise de risque, pardon, pour Naban. On a aussi, 2 titres, de Yoshikazu Yasuhiko, ou Yas, donc Jésus et Jeanne, heu, qui sont pour le coup des titres qui m'intéressent peut-être un peu moins, mais qui c'est aussi encore une fois un retour assez, audacieux, pour un auteur déjà un peu connu, mais en France en tout cas, mais qui est quand même aussi un gros, monument, classique. On a un titre du Flowers avec, Usemono, Yado qui est, pour le coup un titre que moi j'attendais, vraiment parce que je m'intéresse beaucoup au magazine Flowers. J'aime bien ce magazine et du coup c'était un des titres que j'avais repéré, sans vraiment, connaître bien sûr, mais juste, ça m'intriguait. On a le retour d'une autrice qui avait été un peu mise de côté, donc Haruka, Kawashi avec, Les Fleurs du passé qui était sorti chez Komiku et qui revient du coup en France, qui était complètement inaccessible jusqu'à présent et en plus de ça, on a un autre titre qui arrive, Musashi Rondo, donc une autrice encore, mise en avant. Une autre autrice avec Tomoko Yamashita et notamment 2 titres. Et enfin, le retour, de Subaru, de Masahito, Soda, qui est, vraiment, une référence quand on parle, de manga de sport et qui, a, une, petite fanbase en France qui, je pense, est ravie de le voir arriver. Voilà pour, la petite, présentation des sorties. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé? C'est beaucoup de. Comme tu as comme tu pu très bien le mentionner, c'est beaucoup de titres, soit très attendus, soit c'est des titres on ne pensait pas voir enfin arriver. Donc ça fait très 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 plaisir. À titre personnel, je pense que il y a la majeure partie des titres annoncés que je vais me jeter dessus sans hésiter, que ce soit Kazeno Uta, Subaru, Musashino, parce que ça fait longtemps que je voulais découvrir les travaux de l'autrice Haruka Kawashi, et aussi Natsuyuki. Donc c'est parfait et bon évidemment les travaux de Tomoko Yamashita, donc c'est cool et même très bien d'avoir le retour entre guillemets de l'autrice vu que c'est 2 mangas qui sont déjà en cours en France, Night Beyond et Entre les lignes se termine prochainement, donc c'est cool de pouvoir encore continuer à lire l'autrice. Donc très très content de mon côté. Euh, Antoine, Vincent, qu'en est-il pour vous? Antoine, t'y vas ou... Bah écoute, vas-y, j'y vais. Euh, Très très content. Ah, Non, fallait vas-y. commencer?
Non, non, ok. vas-y. Bah écoute, très très content. Je pense qu'il n'y a aucun titre qui ne m'attire pas. J'ai pas d'étoiles qui sortent du lot parmi les titres. Je pense essayer de tous les lire, pas forcément à leur sortie. J'aimais quand même une inquiétude quant à la mise en avant en librairie de tous les titres. J'espère que ça va marcher. J'espère que les libraires vont aussi comment dire, inviter ces titres-là en avant dans leur structure ou faire même des collaborations avec Naban pour faire des couvertures alternatives ou des goodies. Nous, on a une librairie à Paris qui est sûre de le faire, mais est-ce que les autres librairies veulent que ces titres soient mis en avant? Ça, je ne sais pas. Et c'est des trucs qui m'inquiètent un peu, parce que très belle sélection, certes, et qui marche beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'ai peur que le grand public ne soit pas réceptif à ces titres. Et c'est ce qui m'inquiète énormément. Voilà, mais sinon, très très hâte de pouvoir les lire moi-même. Ouais, je suis d'accord aussi sur l'aspect bah, crainte que pour le grand public, si ça va très bien fonctionner ou pas. Parce que c'est vrai que bon, faut pas oublier que bah, sur les réseaux, ça faisait très plaisir de voir l'engouement et on voit globalement qu'il y a une bah, un gros, encore une fois, engouement autour de la majeure partie des titres. Mais ça reste les réseaux, ça reste quand même voilà, un endroit assez, bah, une petite sphère, une vision assez étriquée des choses. Donc, faut pas oublier le fait que, de manière générale, dans le grand public, est-ce que ça va prendre totalement? Ouais, sincèrement, je le souhaite de tout cœur, mais voilà, je pense à un point à pas négliger, effectivement, comme le mentionne très bien Antoine. En tout cas, une chose est sûre, avec, ces annonces, c'est que Naban a vraiment réussi à créer un événement. C'était vraiment, le mois d'août, rythmé par les sorties Naban et je trouve que c'est déjà pas mal parce que, pour des titres comme ça, effectivement, de niche, qui ont peu de visibilité, occuper tout le mois d'août qui est un mois finalement, un peu mort, en termes, d'annonces et d'événements, c'était, plutôt malin de leur part et ça a vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu, du coup, s'intéresser à ces sorties, qui auraient éventuellement pu passer à côté à un autre moment de l'année. Mais là, ça a vraiment, su créer l'événement. Et donc oui, effectivement, j'espère en tout cas que ça a apporté un peu de visibilité à ces titres et que, bah, ça pourra fonctionner, quoi. Ouais, Très bien. très clairement. Je sais plus si Vincent t'avait évoqué ce que tu en pensais, excuse-moi, mais Euh, n'hésite pas. alors, je dis juste un truc avant, désolé, j'ai un peu des allergies en ce moment, donc si ma voix part en live, c'est normal. C'est mais je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur vos craintes, enfin, nous, on en avait discuté avec Chloé en off quand, enfin, pas en off, mais quand, les annonces ont été faites, c'est qu'on s'est dit, enfin, c'est quand même un titre de Keiko Takemiya, qui fait une dizaine de tomes, hem, des rééditions de Yas, enfin, c'est le retour de Haruka Kawashi, qui avait pas mal bidé, je crois, à l'époque de Komiku. C'est quand même assez, enfin, c'est osé, quoi. Mais moi, là cette crainte est contrebalancée, c'est que je me dis que je trouve Naban, ils ont fait un super taf d'installation. Je sais plus quand est-ce qu'ils se sont lancés, c'était en 2019 ou 2020. Mais ils se sont fait un super travail d'installation pour ils se sont lancés petit à petit. Ils ont construit une sorte de communauté autour de leurs annonces et autour de leurs projets. Et les gens apprécient à mort ça. Je pense par exemple à ce qu'ils font avec tous leurs petits threads de présentation des œuvres. Enfin, les gens sentent qu'ils s'impliquent dans leurs titres. Et je me dis, déjà, si ça arrive à intéresser toute cette partie qu'ils ont réussi à ramener en quelque sorte de lecteurs qui sentaient peut-être un manque depuis quelques années, enfin, je pense que ça peut un peu contrebalancer la chose. Après, je pense qu'il y a quand même des titres dans le lot. euh, la question se pose, mais voilà. Et sinon, Hmm. ma grosse attente, globalement, tout m'intéresse, mais Kazetoki no Uta, genre, ça fait des années que j'attends ça. Je vois à chaque fois des Italiens qui mettent des intégrales en vente de leur édition super stylé sur Vinted et je suis en mode, ah, je ne sais pas lire l'italien, j'ai un peu le seum.
Donc que ça arrive enfin en France, c'est génial. Et c'est à peu près tout. Ouais, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, je suis assez d'accord avec toi. Ça m'a un peu fait l'effet d'Akata, en fait, leur arrivée sur le marché, c'est-à-dire, assez prudent, on sort des titres, intéressants, mais on le fait de façon progressive, sans tout balancer d'un coup, coucou Noévé. Et c'est vrai que, en tout cas, j'ai plus ou moins confiance en ce qu'ils font. Genre, j'ai vraiment l'impression que, bah, c'est une maison d'édition fiable où on se dit que, bah, on aura la fin de nos séries et en tout cas qu'ils feront, leur possible pour tout sortir et le faire bien quoi, à des prix abordables et dans des formats intéressants. Mhm. Bah, je trouve que c'est une bonne manière de conclure la chose. Je vais relire ce qui se dit sur le chat et après, je pense qu'on pourra passer à la prochaine actualité. Mais il y a, excuse-moi si jamais je prononce mal ton pseudo, mais Ephéris qui dit bah, Naban prend une grosse option pour le titre du meilleur éditeur de 2025. The French Phenom qui ajoute que c'est bizarre de se dire que dans ce contexte qu'on attend le retour de Jésus de Yas. Euh, et Ephéris qui rajoute encore une fois, bah, petite structure, plus excellent titre, plus prix abordable, a priori. Que demander plus ouais, en général, les mangas proposés par Naban sont plutôt abordables, surtout dans le contexte actuel où c'est assez compliqué de s'acheter des mangas. Je suis plutôt d'accord. Bah, à part si vous avez d'autres points à ajouter, éventuellement s'il y a d'autres points sur le chat, on reviendra dessus, mais je pense qu'on peut passer à la suite. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de tous ces titres arrivent. Bon, je pense que Jésus, wow, Jésus et Jeanne, je les mettrais peut-être un peu de côté parce que c'est des plus gros formats, c'est un peu plus coûteux, même si c'est plus abordable chez Naban, mais le reste, je vais pas hésiter. Attends, en rajoutant de Yas, ça a tué la vanne. Ah non. Mince. Je suis désolé. Mais oui. Bon, on va passer à la suite avec ça. Hop là. Ah, c'est du coup le sujet des grands formats. Bah, je vais laisser, il me semble, bah, Vincent introduire du coup cette news. Du coup, c'est super que tu aies parlé de la difficulté d'acheter certains grands formats qui sont un peu trop chers avec Jésus et Jeanne juste avant, parce que c'est un peu le sujet de ce dont je vais traiter. Euh, je sais pas trop comment débuter cette chronique. Est-ce que je débute en mode, voilà, comme les dissertations un peu clichés, en mode depuis la nuit des temps, et je sais pas trop comment débuter de ce point de vue-là. Donc je vais y aller un peu au feeling. En fait, ça me semble important de parler des grands formats globalement, parce que justement, on est dans un contexte un peu socio-économique qui est assez compliqué, à la fois parce qu'il y a beaucoup de sorties de mangas, de BD, de comics en général, mais aussi parce que juste, je pense qu'on vit un peu tous la crise globalement, des paquets de pâtes à je sais pas combien d'euros, ce genre de choses. Donc c'est, enfin, une sorte de tension qui se crée et l'achat de livres commence à devenir de plus en plus compliqué. Et le grand format, la recrudescence des grands formats et l'augmentation des prix globalement des livres, il y a une tendance qui se crée qui est assez problématique et en même temps assez intéressante de se questionner là-dessus en fait. Euh, donc je vais être clair, en fait, j'essaie de faire des recherches d'un point de vue statistique pour essayer de trouver une étude sur est-ce qu'il y avait réellement une augmentation du nombre de grands formats sur le marché du manga en plus particulier. J'ai rien trouvé. J'ai essayé de faire des stats, mais ça s'est révélé assez complexe parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses que j'arrivais pas spécialement à définir et comment dire pour cadrer en fait cette analyse entre guillemets. Par exemple, quand est-ce que débute le grand format? Est-ce que par exemple un titre comme Die Dark qui est pas mal cher vu son format, ça entre en compte? Est-ce que des rééditions ou des tomes doubles ça compte aussi? Et aussi quelle quantité était significative? Et donc c'était un peu compliqué de ce point de vue-là. Après, je pense que c'est une tâche qui est faisable. Par exemple, je fais un clin d'œil à Xavier Guibert, parce que lui, il a fait pas mal de travaux à ce niveau-là, pas forcément sur les formats.
Par contre, j'ai trouvé un truc, un article qu'avait écrit Xavier Guibert qui ne parle pas des grands formats et qui était assez intéressant. C'est un article qui date de 2012 sur le marché du manga. Et en fait, il analysait du coup en 2012 le marché du manga du point de vue de ce qui se passait à l'époque en termes de crise. Parce qu'en fait, vers les années 2009-2010, il y a vraiment une grosse crise du manga euh, qui, est- qui était due en fait à une grosse montée et à un coup une grosse descente en termes de vente et de production. Et en fait, il se posait un peu la question, c'était un peu l'élément de fin d'étude, de comment est-ce que le manga peut s'en sortir. Et il évoquait deux points qui étaient assez intéressants. Normalement, la chronique devait faire moins de 15 minutes si en plus on parlait, mais désolé, je crois que j'ai trop prévu. Euh, Non, En fait, t'inquiète. il disait qu'il y avait deux moyens de récupérer des lecteurs. C'était d'un côté d'augmenter de- d'augmenter la diversité, enfin de diversifier ce qu'on sort pour recruter de nouveaux lecteurs, et aussi de diversifier les formats. Alors ça peut se faire dans les deux sens, à la fois une diversification des formats vers des trucs plus un peu moins chers, des plus petits formats, mais aussi des formats un peu plus prestigieux, un peu plus chers. Et pour moi, en fait, la période où on est là maintenant, c'est un peu une période où on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu la période post-Covid qui a permis beaucoup de choses, de sortir des mangas qui n'auraient pas marché il y a 10 ans et dans des formats un peu plus coûteux. Je pense à Banana Fish par exemple. Euh, et c'est aussi d'autant plus, et je raccroche avec cette idée d'une augmentation du nombre de grands formats, c'est que le marché commence à vieillir, entre guillemets, et du coup, en fait, les éditeurs d'un autre côté se recentrent aussi sur des titres qui ont marché avant en faisant des rééditions, tout simplement. On pense par exemple à la réédition de Berserk qui a été annoncée récemment. Et là, en fait, on peut se dire que je justifie un peu comment est la situation et que je suis en mode, bon bah voilà, c'est une suite logique, donc on la ferme et on achète nos trucs un peu chers. Mais il y a des problématiques et des choses qui sont, je pense, importantes à relever. Alors il y en a plusieurs, hein, mais je vais en citer deux, trois. Euh, c'est que d'abord, en fait, j'ai l'impression que le marché actuel fonctionne un peu comme ce qu'a eu ce qu'a eu le comics à une époque, pardon. C'était qu'on avait un marché un peu accessible, entre guillemets, mais c'était déjà cher. Et avec l'arrivée d'Urban et l'influence que l'éditeur a eue, on est parti sur un marché qui est allé chercher en fait un public un peu plus vieux qui a potentiellement plus les moyens. Euh, on pourrait peut-être un peu parler de gentrification de, du, du milieu. Et un autre aspect aussi qui est pour moi assez problématique, il y a Manga Curator sur Instagram, qui est un super compte manga. Si vous êtes sur Insta, il faut s'abonner, c'est trop bien. Qui en parlait un peu, c'était aussi que les éditeurs ont tendance à prendre de plus en plus, j'ai l'impression en tout cas, de place dans leur façon de se mettre en avant quand ils éditent un livre. C'est-à-dire, voilà, une volonté de créer des beaux ouvrages qui appartiennent qui sont créés un peu de base par l'éditeur, qui en soit quelque chose de très intéressant, mais ça peut aussi poser des problèmes. Par exemple, il y a eu ce débat sur le logo de Vega Dupuis sur la prochaine réédition de, de Gundam. Ah oui, oui. Et je sais pas trop comment me positionner là-dessus. Parce que d'un côté, oui, en soi, c'est super bien parce que on met en avant le travail d'éditeur, de gens passionnés, et c'est très bien. Mais potentiellement, il y a des limites à pas franchir parce qu'avant de vendre, je pense, une œuvre d'un éditeur, on vend le travail d'un auteur avec tous ces questionnements graphiques et esthétiques. Et je pense que ça doit pas prendre le dessus. Alors là, ça part un peu, c'est un peu hors sujet. Enfin, c'est un peu dans le sujet, mais aussi c'est un peu hors sujet par rapport au grand format. Mais les deux sont plus ou moins proches, je trouvais. Et voilà, c'est à peu près tout. Désolé, ça a été un peu trop long, je crois. Non, ça. Non, ça va. Ça va. Il y a pas de souci. Euh,
Je sais plus trop ce que je Euh, voulais dire. Mais oui, Chloé, vas-y. Bah non, je voulais dire que c'était intéressant parce qu'effectivement, finalement, on pourrait se dire, oui, bon, effectivement, les grands formats, ça coûte cher, etc. Mais faut voir aussi une vision plus globale. Qu'est-ce que ça implique de sortir des grands formats? Quelle vision éditoriale ça apporte? Et je te rejoins dans ces questionnements. Et un truc qu'a dit Vincent, enfin, qui vous a pas dit, mais qui m'a dit à moi, c'est qu'il a essayé à un moment donné, de faire des chiffres un peu pour voir justement est-ce qu'il y avait vraiment plus de grands formats qui sortaient ou pas. Et bon, alors, tu sais, c'était compliqué de le faire, mais du coup, tu as choisi un échantillon un peu aléatoire pour faire ça. Donc, c'est pas vraiment. Enfin, ça reflète pas vraiment la réalité. Mais ce que tu disais, c'est qu'il y avait pas forcément. T'as pas réussi à vraiment voir une vraie augmentation du nombre de grands formats. Je crois que tu disais. C'était pas aussi flagrant que ce que tu pensais, en fait. Alors, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris sur 5 années très différentes, j'avais pris 2008 et 2011, 2013, 2021 et 2023. Et en fait, je prenais un échantillon de 100 œuvres par année. En fait, il y a une augmentation, mais elle est plutôt logique et c'est pas quelque chose de complètement dément. Je sais plus exactement ce que j'avais trouvé, mais c'était genre, effectivement, il y a 15 ans, c'était environ, en échantillon de 100 œuvres, on était à une moyenne, on va dire, de 15 livres grand format, mais encore une fois, c'est les grands formats selon les critères que j'avais un peu estimés au moment où je faisais les chiffres. Euh, et pour les années récentes, on était sur en moyenne 23-25. Mais le truc, c'est que c'était trop flou et c'était un peu compliqué de savoir où positionner le curseur en fait à ce niveau-là. Puis c'est pas là, et puis c'est aussi une question, je pense, personnelle de quand t'as les moyens, forcément ça doit aussi jouer. Et du coup, je me suis dit c'était trop compliqué en fait de partager des stats et de vous dire bah voilà, on analyse ça. Puis c'est peut-être encore trop tôt aussi, je pense. Oui, je Mais pense. du coup, Ah, pardon. ah, vas-y, excuse-moi. Je voulais juste dire, du coup, par rapport à ce que tu disais justement sur cet échantillon, c'est aussi la question de est-ce que nous, comme on est des lecteurs qui ne lisons pas, par exemple, enfin, on lit pas majoritairement du shonen, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a plus de grands formats parce que juste, en fait, c'est les œuvres qui nous plaisent, à savoir les œuvres de niche qui sortent plus facilement en grand format que le reste des œuvres. C'est-à-dire que, est-ce que, tu vois, sur l'échantillon de tous les mangas qui sortent, est-ce que c'est pas juste une partie précise où il y a plus de grands formats plutôt que, enfin, que des sorties en grand format de façon générale, quoi. Est-ce que c'est pas Hmm, une impression aussi qu'on a? Je sais pas. ouais, Enfin voilà, c'est. c'était hyper difficile de quantifier quand Vincent m'en a parlé. En fait, c'est vraiment un sujet intéressant, mais un peu sans fin, quoi. Ouais, Voilà. c'est Vas-y, intéressant. je Et t'arrête. Mais... puis. Non, pas de souci. Et puis, je pense qu'il y a. Je pense, hein, c'est que aussi, en plus pour chiffrer ça, ça doit être compliqué parce que j'imagine que pour ces formats, bah, évidemment, ces grands formats impliquent un prix plus élevé. Et je pense que pas mal de monde doit aussi du coup s'orienter plus sur de l'occasion ou de la revente sur des sites style Vinted quand des formats sortent sur le marché parce que que ce soit grand format ou petit format, tout a augmenté d'une certaine manière. Donc je pense qu'il y a ça qui doit être hyper difficile à quantifier. Et, et je crois qu'aussi que pour certains titres, comme l'a évoqué Vincent et aussi toi, Chloé, il y a certains titres qui ne peuvent, comment dire, qui ne peuvent, désolé pour l'information si c'est bien formulé ou pas, mais qui ne peuvent être sortis que justement sur ce type de format. Je crois que si je dis pas n'importe quoi sur les réseaux, je crois que j'avais vu, je sais plus si c'est justement Naban ou Alexandre de Naban qui discutait par rapport à Subaru, parce que Subaru arrive pas dans son édition simple, mais je crois que dans son édition double qui est un peu plus grand. Et je crois que par exemple, ce titre faisait partie des titres qui ne pouvaient sortir que dans ce format-là. Après, peut-être qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte et que je n'ai pas, donc je vais éviter de trop extrapoler dessus. Et peut-être que Antoine pourra nous exposer aussi son point de vue, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Et
et que c'est vrai que ça doit être compliqué à quantifier. Je te passe la parole, Antoine, si tu veux nous évoquer ce que tu en penses. Oh, bah, vous avez déjà dit pas mal de choses, notamment les grands formats qui ne peuvent sortir qu'en grand format. Il peut y avoir plusieurs raisons, notamment le fait que les séries ne sont pas publiées, comment dire ça? Les séries ne sont pas proposées au public dans l'objectif de réussir. Enfin, en gros, elles sont proposées pour être publiées en français parce qu'on ne sait pas trop si ça va marcher. Je pense au titre de Yas chez Naban, qui sont, je pense, en grand format parce que c'est pas forcément des séries qui ont un potentiel de vente infini. Et ça serait pour rattraper la marge d'achat de la licence possible. Là où des grands formats comme l'Attaque des Titans ou Berserk, puisque je vois sur le slide l'Attaque des Titans, sont là pour proposer l'œuvre sur un grand format et ou pour renflouer les caisses parce que ça va forcément se vendre. Euh, L'enchaînement de Vincent et de Chloé m'a permis de réfléchir à ce que propose Panini. Les formats semi-grands, je ne saurais pas comment les définir, qui sont sur la plupart de leurs titres pour une sorte d'uniformisation. Euh, à titre personnel, je vois ça comme du grand format et ce qui me bute un petit peu, c'est le nombre de séries qu'ils proposent sous ce format et le délai. J'ai l'impression que tous les mois, il y a 3 sorties de titres à ce format qui coûtent entre 15 et 16 euros et ça s'enchaîne super vite. J'ai l'impression que pour être un acheteur Panini, il faut n'acheter que ça en fait. Et j'ai pas spécialement d'autres choses à ajouter. Si, peut-être pour l'édition de Subaru, ça peut être lié à des droits japonais. Si ils ont acheté les droits de l'édition double, peut-être qu'on leur impose d'être copieux de ce qu'il y a au Japon, et du coup, ils n'ont pas le choix. Et je pense aussi que pour un format double, c'est plus agréable d'avoir un truc un peu plus grand qu'un format simple. Après, à voir. Ouais, effectivement, je vais lire l'un des commentaires. Peut-être ça nous sera, enfin, ça nous fera bouger sur d'autres réflexions. Et c'est un commentaire qui peut se centrer niveau lecteur, collectionneur, j'ai l'impression. Où Ephéris va dire en fait le plus gros problème des anciens ou gros collectionneurs, plus que le prix, c'est souvent le manque de place pour stocker sa collection de plusieurs milliers de titres. Dans ce cadre, les grands formats sont un fléau. Oui, bah, effectivement, si tu es un ou une grande collectionneuse, j'imagine que oui, les, les, les grands formats, ça peut être délicat. Mais du coup, là, sur le moment, ça me fait penser. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, et après, peut-être on pourra switcher sur la prochaine news, mais parce que j'en avais discuté avec un ami que vous connaissez aussi, Johan, qui écrit sur le blog Nostroblog, euh, qui évoquait peut-être le fait que s'il y a autant de grands formats là, actuellement, est-ce que vous pensez... Enfin, je vais reformuler. Euh, Est-ce que à terme, les éditions vont pas progressivement se remettre sur des formats, on va dire, plus classiques? Enfin, quand je dis classique, c'est taille normale ou vraiment légèrement plus grand, parce que on est toujours dans ce contexte-là encore où économiquement, les mangas, ça devient de plus en plus compliqué de s'en procurer parce que ça coûte très cher. Enfin, même de base, je pense de toute façon, s'acheter des mangas ou des BD de manière générale, ça représente quand même quelque chose d'assez coûteux. Est-ce que, en plus avec tout le contexte de saturation de sortie, etc., etc., est-ce que petit à petit, on ne va pas revenir sur un format plus classique, plus abordable, plus accessible, entre guillemets, vu que c'est plus petit, vu que il y a beaucoup de gros formats qui sortent et que petit à petit, est-ce qu'on va s'orienter sur ça? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu déstructuré ma réflexion parce que je viens d'y penser sur le moment, mais je sais pas si c'est Non, quelque mais chose c'est qui va clair, c'est venir. clair. Ce que vous, ouais, voilà, ce que vous en pensez. Qui veut débuter non, mais moi j'ai une
Alors ça sort un peu scientifiquement, je sais pas ce que ça vaut. Moi, j'ai un peu une vision où c'est un peu quelque chose de cyclique, c'est qu'en fait, on va être sur des périodes d'alternance qui vont dépendre en fait du contexte économique et de à quel point les, les voilà tel médium fonctionne, est-ce qu'il sort en même temps. Donc je pense qu'on est vraiment sur un truc cyclique où ça va faire un enchaînement qui va être assez similaire. Ce qui me fait dire ça, entre guillemets, enfin, c'est que quand on regarde le comics, du coup, à la base, c'était à peu près euh, accessible. Après, c'est vraiment parti sur quelque chose de. C'était voilà, des grands formats à 35 balles, euh, tous un peu très classe, et on vise un certain public. Et en fait, depuis pas si longtemps, le, les éditeurs, enfin, non, ça fait déjà depuis quelques années en vrai que c'est lancé, mais c'est vraiment, ça s'accentue, je trouve, depuis quelques temps. C'est que les éditeurs de comics ont tendance maintenant à surtout développer différents formats accessibles. Donc, ils gardent un peu une partie, clairement une base voilà, d'éditions un peu riches, mais en même temps, il y a des éditions plus accessibles. Typiquement, les Urban Nomades, c'est les premières qui viennent à l'esprit. Euh, on a des éditions intermédiaires chez Panini qui tentent de donner un peu des- comment dire, des œuvres complètes à bas prix aussi. Je sais plus le nom. On a ça sur leur collection de l'été là, où il y a par exemple eu le Hulk gris. Non, pas Hulk gris. Le c'est Spider-Man Blue. Je sais Ah plus le oui. nom. Euh, et d'autres formats un peu entre deux à 15 euros. Et je me dis, le manga va peut-être pas repartir à 100% dans des formats accessibles. Sinon, et comme ça embraye un peu sur ce qu'a dit Antoine au niveau 2, ben, il y a des œuvres, on peut pas les sortir dans des formats accessibles, entre guillemets, Mm. euh, dans le sens où là, je m'y perds un peu. Non, c'est. Mais en fait, si on repart, je pense, sur beaucoup de formats accessibles, je pense qu'on va perdre, et c'est malheureux à dire, parce que c'est un peu là où nous, les lecteurs, on est un peu pris entre deux feux, mais on va perdre en diversité éditoriale. Et c'est un peu le truc compliqué, je pense. Et faut surtout qu'ils arrivent à trouver un juste milieu de même entre une diversité éditoriale et l'accessibilité. Euh, Parce que je pense à certains éditeurs qui typiquement ne font pas du tout ça et c'est pas leur objectif. Euh, Par exemple, Lisan avec leurs éditions à 30 euros. Là, voilà, eux, ils ont accepté, ils vont pas vendre à des personnes qui ont à des personnes, à toutes les personnes, on va dire, et ils cherchent vraiment un public qui a les moyens. Mais il faut que globalement, voilà, le marché arrive à faire cet entre-deux là. Et ça peut se faire de plein de moyens, mais par exemple, faut pas qu'il y ait un monopole de quelques grands éditeurs. Il faut vraiment typiquement qu'il y ait cette diversification de plein de petits éditeurs. C'est pour ça que on en parlait avant, mais Naban c'est ultra important, c'est qu'on a besoin de ces petits éditeurs qui font un travail de fond pour aller chercher des titres comme ça. Mm. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis, vu leur situation et la taille de cette maison d'édition, bah, du coup, ça implique de se positionner avec des titres de grand format qui sont pas, comment dire, aussi coûteux que pourraient être d'autres titres dans d'autres maisons d'édition. Donc en plus, il y a cette importance-là, je dirais aussi de ce côté-là, d'avoir ces maisons d'édition, parce qu'au moins on sait que chez eux, il y a la possibilité d'avoir des titres qui sont dans des grands formats, mais accessibles entre guillemets, encore une fois, parce que ça reste toujours un budget. Donc ouais, il y a cette importance-là, je pense, dans ce côté-là. Je trouve que c'est une bonne manière de conclure la chose, sauf si vous voulez vraiment ajouter Ah, d'autres choses, n'hésitez j'ai pas, hein, peut-être quelque mais chose ouais. j'ai peut-être quelque chose à ajouter, notamment par rapport au grand format Berserk qui va sortir l'année prochaine. Il y a une attention qui a été faite par Glénat, c'est de faire seulement 3 volumes par an, justement parce qu'ils ont pensé au porte-monnaie des lecteurs et ça leur laisse aussi du temps pour proposer un format, une édition propre
recorriger. Après, à voir ce que ça donnera, mais ils ont dit qu'ils allaient faire seulement 3 volumes par an, ce qui veut dire genre 30 € tous les 4 mois. Voilà. Ok. Donc je Ouais. pense qu'ils ont pensé au fait qu'il y ait quand même pas mal de gros formats et qu'il y ait un grand nombre de sorties. Après, ils ont dit que c'était modulable, mais Après, je à pense voir que ce que ça donnera. c'est aussi que les éditeurs commencent un peu à flipper. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a tellement de mangas qui sortent tous les jours, tellement de trucs qui. Enfin, en ce moment, le manga et depuis le Covid, c'est quand même un gros boom. Et je pense qu'en fait, là, depuis quelques mois, voire années, on voit une vraie baisse en termes de vente, tout ça, de fréquentation des librairies. Enfin voilà, c'est un fait. Et je pense aussi que juste, ils commencent à se dire qu'il faut qu'ils fassent un peu attention parce que le marché est quand même un peu sur le fil, quoi. Ouais, c'est pas faux. Euh, Moi, je vous propose, il y a une petite question sur le chat. Je pense que ça peut être intéressant de rebondir dessus. Et après, on passe à la suite. Euh, ouais, c'est encore Ferris qui disait ce qui combinerait liberté éditoriale et accessibilité. Est-ce que ce ne serait pas une augmentation du nombre de tomes doubles comme aux États-Unis? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Chloé, Vincent et, euh, et Bah, Antoine. une chose est sûre, les formats tomes doubles, comme par exemple, ou tomes même triples, comme je crois, comme Red Driver, par exemple, c'est des formats qui sont intéressants. Après, c'est vrai que le marché du manga aux US, c'est quand même quelque chose d'assez différent. Il est encore très, enfin, ils ont vachement moins de diversité que nous et il y a moins cette concurrence entre les éditeurs avec des plus petites structures qui proposent des titres un peu plus audacieux. Donc, je sais pas dans quelle mesure on peut comparer les deux marchés parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez différents. Après, une chose est sûre, moi je trouve que les éditions doubles, c'est quand même une très bonne solution. Par exemple, comme pour Banana Fish, enfin, je crois que c'est un tome et demi, je sais plus exactement. C'est quand même un moyen de rendre accessibles des œuvres plus facilement, ça c'est sûr. Après, dans quelle mesure on peut comparer les deux marchés, je sais pas. Mm. Ouais, je suis plutôt d'accord et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. On revient souvent à Nabad, mais je trouve que c'est intéressant qu'il propose Subaru en édition double. Je pense que ça va aussi dans cette logique et cette même continuité. Tac, tac, tac. Je vous propose qu'on passe à l'autre news. Ah, c'est Glénat. Et je crois que c'est moi-même qui ai introduit ce sujet. Je vais essayer de l'introduire de manière le plus claire possible, mais n'hésitez pas, Collet, Vincent et Antoine, si jamais c'est un peu flou, de préciser certains points. Mais du coup, il y a quelques jours, voire quelques semaines, il y a les éditions Glénat et du coup leur les éditions, enfin Glénat et spécifiquement du coup Glénat Manga, qui a choisi de, euh, de revoir leur système de catégorisation éditoriale et du coup de structure éditoriale et de se séparer de leurs étiquettes qu'on voit généralement tout en haut, enfin en haut des tomes sur le. Hop, faut pas que je me trompe sur les termes. Je vais dire le dos, mais c'est pas le dos, c'est. Hop, j'ai un trou. Mais en tout cas, les étiquettes, je pense que vous voyez visuellement où sont situées ces fameuses étiquettes où c'est indiqué seinen manga, shoujo manga et shonen manga. Glénat va choisir de se séparer de ces étiquettes dans l'intention de comment dire, déposer un peu cette évolution qu'il y a dans les magazines de prépublication où sont prépubliés donc la majeure partie des mangas avant d'être en format relié et édité du coup au Japon puis ensuite chez nous. Car il constate qu'il y a cette évolution-là qui se fait et qu'il n'y en a plus vraiment de sens de rester sur ce système qu'on a essayé de
reprendre en tout cas ici en France. Ce retrait donc des étiquettes se fera avant tout sur donc les nouveaux titres de Glénat, sur sur les suites de tomes aussi, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que si vous avez, là j'ai en face des yeux euh, l'ère des cristaux, quand le tome 13 sortira, si je ne dis pas n'importe quoi, l'étiquette Seinen Manga sur l'ère des cristaux ne sera plus visible sur le dernier tome. Donc ça va être dans cette logique-là. Autre point peut-être important à ajouter, donc j'ai précisé que du coup c'est pour être en accord avec ce qui se fait au Japon, pour éviter la confusion. Euh, donc voilà, moi, je pense que globalement j'ai dit les grands points qui expliquent ce changement-là, et de toute façon on va discuter autour de ça. Donc je pense que la question est la suivante, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce choix de retrait des étiquettes de, de cible éditoriale? Qu'est-ce que ça risque d'induire? Qu'est-ce que ça peut permettre? Voilà. Antoine, Vincent, Chloé, et même ceux sur le chat, n'hésitez pas à nous partager. Ouais, vas-y, tu voulais apporter une précision. J'aimerais te corriger juste sur quelque chose que tu as dit. Du coup, la suppression de la cible édito sur le dos ne se fera que sur les nouveautés, pas sur les sorties des suites de séries. Ok, j'avais un doute. L'ère des Ok. cristaux aura toujours son dos avec écrit Seinen et les séries se termineront comme ça. Par contre, pour par exemple la nouvelle, la sortie de tome double de Berserk, il y aura plus écrit Seinen. Et- Mais les séries qui ont déjà un dos et qui sont en cours continueront d'avoir leur dos avec avec leur cible édito. Parce que ça a déjà été fait par le passé et observé chez Kazé Crunchyroll. Ce truc n'a pas fonctionné. C'est pas beau dans une bibliothèque et ça coûte beaucoup trop cher pour un éditeur de réimprimer juste des jaquettes. Voilà, c'était juste la petite correction que je voulais Oh, non, mais, apporter. tu fais bien, et je te remercie. Et du coup, voilà, si vous avez oublié la question que j'ai évoquée, donc qu'est-ce que ça vous évoque ce choix? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça permet aussi? Et à titre personnel, ce que vous en pensez, aussi bien Chloé, Vincent, Antoine, que ceux qui sont sur le chat. Donc libre à vous de prendre la parole à ce sujet. Bah, forcément, la première chose que ça m'évoque et c'est une des choses qui a été, citée sur les réseaux sociaux quand cette nouvelle a été faite, c'est la question de l'invisibilisation du shoujo qui est, une question effectivement importante, à savoir, est-ce qu'en supprimant les cibles éditoriales, on permet à un lecteur, no souvent masculin, de passer au-delà de ses préjugés et de s'intéresser à un titre qu'il n'aurait pas lu, s'il y avait la catégorie shoujo? Ou est-ce qu'au contraire, en supprimant, ces cibles, et ben, c'est aussi un moyen détourné de supprimer le peu de visibilité qu'avait déjà le shoujo en librairie? Honnêtement, c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Je trouve que c'est assez complexe de dire ça, juste à partir de cette annonce puisqu'en fait, on ne sait pas exactement quelle est la stratégie de Glénat, derrière. Parce on peut voir autant des exemples, par exemple comme Akata qui a un vrai suivi, de la ligne éditoriale shoujo en ayant supprimé ces catégories. Et en même temps, on voit aussi qu'il y a quand même des éditeurs, pour qui c'est très compliqué de sortir du shoujo et d'en parler, quoi. Donc, concrètement, est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce sera pas bien? J'ai envie de dire, rien ne vaut l'expérience, quoi, et il faudra effectivement, voir par la suite. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même un point de vigilance, à avoir en tête, quand on pose ces questions-là. Personnellement, comme je fais les TikTok shoujo avec, Glénat, je suis passée chez eux mercredi, justement pour en filmer un. J'ai eu un peu l'occasion d'en discuter. Alors bien sûr, je vais pas, rentrer dans les détails et ça n'engage, c'est pas non plus, ultra, précis ce que je vais dire, mais de ce que j'ai pu comprendre, que ce soit par le biais des TikTok shoujo, des live shoujo, ils ont l'intention de continuer en fait
à mettre en avant le shoujo et c'est pas du tout une volonté d'effacer cette cible. Après, voilà, à suivre. Est-ce que ça aura un véritable effet? J'en sais rien. Après, la question se pose de est-ce que le lectorat masculin s'intéressera au titre shoujo juste parce que le nom le nom shoujo est retiré, ou est-ce que bah, les préjugés resteront à suivre, quoi. Hmm. Moi, je pense que c'est ça, ce que tu as dit à la fin, c'est un peu peut-être le point central du changement, en fait, c'est le lectorat masculin, quoi. Enfin, parce que moi, j'avais vite fait lu des études, des rapports qui avaient été faits sur le syndicat national de l'édition, genre sur les années, je sais plus, c'était 2021-2022. En fait, les lecteurs qui lisent de façon diversifiée et qui s'intéressent à tout, c'est des lectrices. Et, et ouais, en fait, faut voir si ce public-là, enfin si le public masculin du coup va globalement être touché par ce changement, ou est-ce que ça va être fait, ou est-ce que ça va avoir aucun effet. Ça, on peut pas encore trop le savoir. Je sais pas s'il y a des trucs de prévus au-delà de la suppression de cette cartouche-là. Est-ce que va y avoir un travail, par exemple, comme chez Akata, de mise en avant plutôt des registres et des genres au dos des volumes, sur la quatrième de couverture, pardon. Ça, j'avoue, je me suis pas trop intéressé à cet aspect-là, mais je pense que oui, c'est surtout, on va dire que c'est un peu une problématique masculine, ce changement-là, je trouve. Et surtout qu'il n'est pas que propre en fait au manga, c'est-à-dire est-ce que euh, est-ce que les lecteurs de manga ont des clichés misogynes en tête ou pas? C'est pas juste une question de manga en fait, c'est juste une question d'éducation et de valeur, et ça va vraiment au-delà du fait de supprimer ou de ne pas supprimer ces espèces de petites étiquettes. Personnellement, je serais d'avis de gatekeep le shoujo aux mecs qui s'y intéressent pas, mais effectivement, je peux comprendre qu'il y a un intérêt éditorial et commercial à essayer de vendre le shoujo à plus de personnes. Après, voilà. Puis, il y a un truc aussi qui se pose, c'est une sorte de problématique, c'est est-ce que masquer le problème, c'est bien. Enfin, alors certes, je pense économiquement pour Glénat, il y a peut-être un avantage, et en soi, c'est un éditeur, et de ce point de vue-là, c'est tout à fait normal qu'ils réfléchissent à ça, mais est-ce que, d'un point de vue politique et militant, on va dire, c'est quelque chose de bien globalement? Je sais pas. Bah après, c'est toujours la question de, oui, à qui tu t'ad... Le problème, c'est qu'en fait, on fait pas enfin, un éditeur fait pas du bénévolat, donc il y a toujours cet aspect-là, quoi. Enfin, c'est un positionnement qui est très tendu entre s'engager pour promouvoir l'écriture féminine et essayer de vendre des bouquins, quoi. Et en fait, quoi qu'il arrive, on sera jamais sur une solution idéale, quoi. Et en fait, le problème, encore une fois, c'est que c'est un enjeu qui est beaucoup plus grand que juste la question d'écrire shoujo ou pas. Et au-delà de ça, est-ce que le lectorat masculin s'arrête uniquement à l'étiquette shoujo, ou est-ce que c'est en fait toujours la question de est-ce que le shoujo est un genre avec des codes, avec des choses qui ne parleront pas à un lectorat masculin, ou en tout cas un lectorat masculin assez fermé d'esprit, parce que c'est quand même un fait. Le shoujo, c'est pas juste une étiquette. C'est-à-dire que c'est aussi quand même des codes, une façon de d'écrire les histoires. Il y a vraiment quand même une identité shoujo qui se dégage, et qu'en fait, bah, on peut difficilement masquer juste en enlevant une étiquette. Hmm. Après, franchement, j'ai du mal à me positionner sur cette question-là, parce que j'ai envie de dire, il faut voir, quoi. Il faut suivre, il faut voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un vrai engagement de l'éditeur pour promouvoir cette cible? Et là, auquel cas, ça pourra faire la différence. Ou est-ce que c'est juste, on enlève une étiquette et ça s'arrête là? À Ouais, suivre, quoi. je reviens sur la fin de ta réflexion avant de passer à, je pense aussi à ce qu'en pense Antoine. Je préfère juste dire ça maintenant, sinon je risque d'oublier. Mais c'est vrai que c'est intéressant l'aspect que tu relèves sur bah, que je pense que voilà, si les gens de manière générale se tiennent à l'importance d'appuyer quand même le fait que ce titre est un shoujo ou un josei ou même un shonen, SNE, etc. C'est que malgré tout, au-delà de cette cible qui peut avoir l'aspect, enfin, l'effet un peu de se renfermer juste à cette étiquette-là,
que malgré tout, il y a, comme tu l'as bien dit, des magazines qui ont une histoire, qui, au fur et à mesure de cette histoire qui évolue, on crée. Enfin, il y a des codes qui sont là aussi, comment dire, des choses qu'on revoit assez souvent au fur et à mesure des années. Donc, je pense que c'est un aspect à ne pas oublier. Et puis, de toute façon, l'aspect comment dire, même si je suis un peu moins d'accord sur l'aspect de manière générale, genre, parce que Glenna avait évoqué que c'est récemment que les changements ont lieu au niveau des magazines. Enfin, quand on voit un peu ce qui se fait depuis pas mal d'années, on voit que c'est pas quelque chose qui est récent, mais qui est là depuis pas mal de temps vis-à-vis de ces questionnements sur les cibles, etc. Et voilà, ce que je voulais dire, parce que sinon j'allais oublier. Et je te passe la main, Antoine, par rapport à ce que tu penses de tout ça. Oula. Je sais pas, moi c'est un move qui me plaît énormément dans un sens parce que j'ai la sensation qu'il a été fait. Alors là, on a fait une sorte de focus sur le shoujo et parce que c'est lui qui prend cher en termes de vente et en termes de mise en avant. Mais j'ai la sensation que cette suppression va permettre avec le temps, je pense, de supprimer tous les a priori et les étiquettes qu'on associe à toutes les cibles éditoriales, que ça soit toutes en fait, et notamment le shoujo. Parce que ça soit les distributeurs, les lecteurs, les libraires, les éditeurs, et j'en passe, j'ai l'impression que beaucoup sont touchés par ces a priori et rangent dans des cases les cibles édito juste avec ces a priori. Et c'est assez barbant d'entendre ça ou de devoir expliquer tout ça avec ces personnes-là. Euh, Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi Glénat range dans des cases seinen, des shoujo, etc., etc. C'est parce que les distributeurs ou les libraires n'arrivent pas à, comment dire, euh, n'arrivent pas à identifier les titres parce qu'ils ont des a priori. Par exemple, ils pourraient se dire que le shoujo c'est que de la romance. Et dès qu'ils reçoivent un titre qui ressemble pas un peu à de la romance, ils sont là en mode non, ça passe pas, j'arrive pas à comprendre et tout. Et je pense que cette suppression de cible va permettre justement de retirer toutes ces étiquettes et de montrer l'étendue et l'envergure de chaque cible. Alors, je sais pas si je me suis bien expliqué, mais voilà. Euh, Si, enfin, je trouve que c'est plutôt clair. Et j'aime bien ce que tu as évoqué sur le fait des a priori, parce qu'en soi, euh, ça montre que depuis de longues années, c'est un système qu'on a essayé d'introduire en France, introduire un système que déjà on comprenait pas vraiment et qu'on n'a pas ici, je veux dire, à titre de comparaison avec deux types d'ouvrages du style bande dessinée, franco-belge, etc. Et qui a amené ces a priori, ces clichés et toutes ces choses qui ont amené parfois comment dire, des fois des choix éditoriaux, pas que spécifiques à Glénat, hein, mais des choix éditoriaux pas forcément très compréhensibles. Et par extension, aussi, si on s'arrête du coup au shoujo, tout ce qu'a évoqué Chloé sur tous les biais misogynes, qu'ils soient inconscients ou pas, autour du shoujo, des préjugés, etc. Donc oui, effectivement, c'est bien que ça arrive. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est tard ou pas, mais dans tous les cas, je pense que au moins ça va amener peut-être de manière générale à bouger les choses, en tout cas sur ces cibles, pour on évite de tourner en rond par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire avant de lire une question du chat pour avoir votre avis aussi.
je crois que c'était Chloé qui l'avait évoqué, mais c'est vrai, je crois qu'au Japon, c'est aussi le cas où on voit que par exemple, il y a beaucoup de gros titres de shonen, etc., qui, euh, dont le succès est particulièrement dû à leur lectrice. Enfin, je prends toujours l'exemple de. Quand je parle de ça, je prends toujours l'exemple de Slam Dunk qui est un très excellent exemple donc un gros shonen, enfin un gros manga qui était publié dans le Shonen Jump et qui a énormément fonctionné grâce à l'énorme présence de ses lectrices, la vague que ça a provoqué avec les doujins d'artistes amatrices, etc. sur le manga. Donc ouais, j'espère que du coup, j'ai peut-être un peu je suis peut-être un peu éloigné du sujet, mais oui, j'espère que de manière générale, hein, que ce soit lectrice ou lecteur, que tout le monde suivra un peu le truc. Et du coup, je lis le commentaire de Ephéris qui ajoute est-ce que les gens du métier du livre vous vont suivre? J'entends constamment les libraires utiliser ces termes. Le grand public a suivi et adore les utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Antoine qui a abordé ça et je trouve qu'effectivement c'est une question intéressante parce que effectivement au-delà du lectorat qui effectivement utilise ces termes, c'est vrai que toute la chaîne du livre est touchée en fait par ces questions-là et il y a des clichés qui se répètent par là. C'est vrai que ça peut peut-être changer les choses du côté des libraires, effectivement, au moins dans les classements et dans la façon dont c'est mis en avant en librairie. Après, c'est vrai que moi j'ai toujours cette question, autour du shoujo, pourquoi on veut toujours, draguer le lectorat masculin, quoi? Je veux dire, est-ce qu'on peut pas juste, chercher à montrer, la complexité de la cible et tout son intérêt au lieu de systématiquement dire: mais non, vous inquiétez pas, c'est pas de la romance, vous allez pas devenir, soudain coup, des filles, vous allez pas perdre votre virilité» et c'est un truc qui m'irrite un peu, ce truc de cette course au lectorat masculin et que des fois, faudrait peut-être aussi, s'intéresser au lectorat féminin et puis se dire que peut-être aussi pour les filles, c'est pas évident de se tourner vers ces titres-là et d'aller les lire et voilà, juste valoriser la cible sans toujours chercher à ce qu'elle plaise à des mecs, voilà. Je j'ai un peu dérivé moi aussi, mais je crois qu'on n'arrête pas tous de dériver. Mais voilà, Non, mais tout ça pour dire effectivement, je pense que toute la chaîne du livre a un rôle à jouer là-dedans, c'est sûr et certain. non, ouais, je suis assez d'accord de ce truc de pourquoi toujours aux lectrices de s'adapter un peu à toutes ces choses-là et juste que l'éditeur assume complètement de s'adresser, enfin d'avoir des titres qui peuvent ou de base s'adressent spécifiquement au lectorat féminin et, euh, ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'on a fait globalement le tour du sujet, sauf si vous voulez Ah vraiment. bah, Antoine? Ouais. je suis d'accord avec ce que vous avez dit avec Chloé et tout, mais c'était pour plus répondre à la question et parce que tu l'avais aussi un peu évoqué lorsque tu as pris la parole juste après moi. J'ai l'impression que ce mouvement, c'est un peu une sorte de rétropédalage sur ce qui a été fait avec l'arrivée du manga, on va dire, en France. C'est que, en gros, ils ont instauré directement une sorte d'étiquette avec les cibles éditoriales. Et c'est les éditeurs qui ont fait ça, du coup. Et c'est l'éditeur qui apprend comment ça fonctionne au distributeur qui apprend au libraire, et le libraire qui apprend au lectorat. Et donc avec toutes ces années, on a alimenté en fait ces étiquettes. Et maintenant, on veut les supprimer ça va prendre encore du temps, mais pour qu'il y ait un nouveau regard. Donc je peux pas le prédire. Le mieux, ça serait que les gens se disent, c'est de l'aventure, et ensuite c'est un titre qui a été publié dans tel magazine, euh, et pas l'inverse. Euh, donc à voir, j'ai l'impression que c'est une sorte de rattrapage des éditeurs pour corriger des erreurs du passé. À voir si ça va marcher. Ouais, je sais pas vous, mais je trouve que c'est une bonne manière de conclure le sujet et ça a amené des réflexions plutôt intéressantes et Mm. constructives par rapport à tout ça. Sauf si Vincent,
entendu. Tu as Ah non, peut-être non, pas échangé. Ouais, j'acquiesçais. j'acquiesçais. Ok. J'acquiesçais. Par- par- Parfait. Bah, ouais, bah, très, très intéressant. Curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Il y a juste Pécheresse qui ajoute, surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui ont aussi ce cliché du shoujo sous un prisme négatif du shoujo. Donc on revient effectivement sur la question finale, qui est enfin qui a cette ouverture d'esprit. Non, t'inquiète, y a pas de souci, la répétition, c'est tout à fait clair. Mais oui, bah à voir qui du lectorat au sens global suivra tous ces changements. Et évidemment, faut être conscient que ça va prendre quand même du temps parce que je sais, faut voir comment les autres gros éditeurs vont suivre ou pas, parce que je crois que Naban, eux, ils mettent pas d'étiquette, Akata aussi. Donc à voir comment le reste des éditeurs aussi suivront ou pas ce choix de se débarrasser de ces étiquettes ou pas. Euh, Ensuite, la quatrième et dernière news, c'est autour de Chibi Maoko-chan. Et je crois que je laisse Antoine nous introduire le sujet. Du coup, je sais plus exactement à quelle date, mais c'est au début de ce mois qu'est sorti Shibima Loko-chan dans nos librairies, dans la collection Koten de Mangetsu. Je vais peut-être faire une rétrospective du titre, un peu expliquer d'où ça vient et tout, et l'autrice aussi. Comment dire? Shibima Maruko-chan, c'est un grand manga au Japon. Euh, j'ai plus les dates, j'ai plus mes notes, donc je fais un peu tout ça de tête. Normalement, il y a un article qui est censé sortir, pas ce mois-ci, mais du coup le mois prochain sur Comic Strip à ce sujet. Et qui sera beaucoup plus détaillé. Donc en fait, c'est l'autrice qui raconte un peu son quotidien en école primaire autour de plein de petites histoires. Elle a commencé ce titre en fait parce que elle voulait toujours faire du manga dans son enfance et elle n'a jamais, enfin, elle n'a pas réussi à être sélectionnée quand elle a fait une participation pour le Flowers. Non, je sais plus c'est quel magazine. En tout cas, elle a participé à un concours pour publier du manga. Elle n'a pas été prise, mais suite à un concours d'essai, on l'a complimentée, on l'a comparée à une autrice extrêmement populaire historique au Japon. Je sais plus le nom non plus, navré. Et il s'avère que ça l'a remotivée à écrire et à dessiner des histoires. Euh, du coup, elle rejoindra le magazine dans lequel elle publiera Chibi Maloko-chan et qui sera un succès total très très rapidement. Il faut savoir que l'autrice, en dehors de Chibi Maloko-chan, écrit beaucoup d'essais. Donc on peut retrouver au Japon un grand nombre de livres avec des histoires qui sont liées à Chibi Maloko-chan et qui ajoutent une plus-value à toutes les histoires qu'on peut lire. L'autrice, du coup, elle a fait 18 tomes. Je crois qu'il y en a eu 16 sur les années 80 et qu'il y en a 2-3 qui sont sortis dans les années 2000. Et malheureusement, elle nous a quittés en 2018 à cause d'un cancer du sein. Euh, voilà, globalement, une petite présentation de d'où vient Chibi Maruko-chan. Qu'ajouter euh, Je ne sais pas. Peut-être je vous laisse la parole et on en parle plus en détail, mais je pense que j'ai juste un peu raconté d'où ça vient. Ouais, ça me paraît plutôt cool. Je sais pas si Vincent, Chloé, vous voulez peut-être débuter par rapport à tout ça, sinon. Bah, moi, je peux débuter. Sauf si Chloé, tu veux. Euh, Alors, moi, en fait, Chibi Maruko-chan, alors, au départ, ça me tentait pas trop. Pour deux aspects. C'est déjà parce que je crois que j'avais lu un passage de d'un livre de Karine Nishipube sur l'œuvre qui la décrivait un peu comme c'est un peu une œuvre entre guillemets sans intérêt avec un juste voilà, c'est un succès éditorial et il n'y a pas réellement de grand intérêt à part ça. Et aussi pour son aspect
d'extérieur assez bavard, on va dire. Et quand j'ai lu, du coup, moi j'ai découvert ce mois-ci, en même temps que la sortie de mon, enfin, par la sortie de Mangetsu, donc, euh, comment dire? Je trouvais ça super intéressant et super frais. Déjà, je pense que c'est un style juste que j'aime de base. Dans le dernier live qu'on avait fait, par exemple, j'avais parlé de, de cul-de-sac qui traite de personnages enfantins. Et en fait, on retrouve certains éléments sur la façon d'aborder l'enfance que j'ai adoré. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était quelque chose qui a vraiment permis de casser cet effet trop verbeux. C'est les passages où l'autrice s'imbrique enfin, l'autrice, au moment de son écriture, s'imbrique dans le récit de quand elle était enfant, en fait. Et elle fait des sortes de petits commentaires. Ça peut être des trucs un peu didactiques. euh, Et ça peut être parfois juste une vision un peu humoristique de la situation avec le recul des années. Et ça vient un peu contrebalancer justement potentiellement un côté qui aurait pu être redondant ou assez compliqué, trop verbeux, on va dire. Et j'ai grave kiffé. Et voilà. Et aussi certaines situations me rappellent une certaine personne qui tombe beaucoup à côté de moi. Donc c'est Ah, rigolo. Donc non, c'est super bien. Et sinon, d'un point de vue éditorial, je trouve ça super intéressant. Enfin, c'est quand même aussi une prise de risque de Mangetsu, je pense. C'est pas le genre de titre qu'on attendait forcément. Enfin, à la limite, en ce moment, avec la diversification du marché, c'est vrai que ça fait sens, mais je m'attendais pas à revoir Shinchan, à voir arriver Chibi Maruko-chan, et pour connaître qu'à ce niveau-là, Mangetsu, enfin, c'est super bien, quoi. Et c'est pas... Enfin, après, on peut parler de Mangetsu en général, qui ont un catalogue qui est en train de s'étoffer, qui est super intéressant, mais bon, ça serait un peu trop dérivé du sujet, mais ouais, c'est très cool. bah, moi, pour le coup, j'ai pas eu le temps de finir le tome 1 parce que tout simplement, cette semaine, j'ai vu d'autres trucs et voilà, j'ai commencé ce tome 1 avec beaucoup de curiosité. Et pour ce qui est des premières histoires, en tout cas, j'ai pas été déçue. J'ai vraiment accroché à ce petit personnage. Je trouve que c'est vraiment une lecture qui peut être intéressante. Enfin, en tout cas, c'est intéressant de pas forcément chercher à tout lire d'un coup. Typiquement, c'est cool de lire une petite histoire et puis de passer à autre chose, voilà, pour pas en faire une overdose. Et bon, je vais pas revenir sur les qualités du titre parce que j'ai pas fini tout simplement et parce que Vincent a déjà dit pas mal de choses. Mais j'aimerais surtout parler encore une fois du fait que c'est un shoujo et que symboliquement, c'est assez fort d'avoir un titre comme celui-ci. Parce que c'est quand même un aspect du shoujo qui est un peu plus gag manga qu'on n'avait pas trop vu en tout cas en France. Enfin voilà, c'était pas trop, c'est pas le genre de chose qui est très visible. On avait bien sûr, des shoujo avec un peu de comédie, des choses comme ça, mais vraiment le gag manga avec, des petites scénettes et des petites histoires rigolotes avec une petite fille, c'est quelque chose qui était, finalement assez peu abordé et je trouve que c'est important, pour rendre visible, en fait, la diversité du shoujo et pour montrer à quel point, c'est une cible qui propose plein de choses. D'avoir aussi ce genre de titre, donc vraiment, chapeau à Mangetsu, pour, la sortie de ce titre, voilà. Euh, yes, c'est vrai que c'est chapeau pour la sortie de ce titre. Et à titre personnel, tu avais relevé le point de lire une petite histoire et après faire des pauses. Et j'avoue que c'est pas mal de faire ça. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. Enfin, j'ai pas lu. Enfin, quand j'ai commencé la lecture, j'ai pas fini le manga dans la même journée. Et puis, vu que déjà l'œuvre est assez verbeuse, enfin, assez, ouais, assez verbeuse. euh, Sans encore une fois revenir sur voilà, bref, mes difficultés de lecture par rapport à la dyslexie et autres fatigue cognitive, etc. Mais en ayant conscience de tout ça, effectivement, c'est intéressant de prendre des pauses. Et puis comme les histoires ne sont pas, enfin, sont pas reliées, enfin, on peut les lire limite indépendamment les unes que les autres, enfin les unes des autres plutôt. Je trouve que c'est pas mal de lire ainsi. Et sur le point qu'avait évoqué Vincent, et je trouve que c'est je suis complètement d'accord où l'aspect où elle intervient en fait directement, ça permet
d'apporter quelque chose d'intéressant au niveau du rythme. Et même, je trouve qu'il y a quelque chose de même un peu plus, je dirais, touchant et enfin, ça rend quelque chose d'encore plus touchant et personnel des fois dans son approche de raconter du coup son enfance et au-delà de ouais, l'aspect général de gag manga avec l'histoire qui nous font sourire et voire rire pour certaines, bah il y a ce côté quand même où quand même elle nous resitue voilà, dans un contexte d'époque assez particulier. Enfin, il y a l'une des histoires vers la fin où elle parle d'une famille très précaire et la difficulté liée aussi par rapport à être une femme dans cette époque-là, par rapport à pas mal de choses. J'ai oublié certains points, mais en tout cas, elle évoquait ces trucs-là. Donc, il y a un bon équilibre très, très, très intéressant de quelque chose de touchant et personnel, de, euh, de plutôt rigolo et, euh, et ouais, c'est une lecture qui fait plutôt du bien et qui est chouette. Je me demande si ça aurait pas si ça aurait pu être intéressant d'avoir euh, un format plus euh, recueil d'histoires avec des histoires différentes. Enfin, après, bon, ma réflexion du coup est un peu n'a pas trop de sens vu que j'ai dit que tout à l'heure les histoires n'avaient pas de lien entre elles. Donc voilà. Mais oui, bah, en tout cas, je suis content de sa venue. C'est pas forcément un titre que j'attendais, mais oui, pour son importance, comme l'a évoqué Chloé, ça a attisé ma curiosité et je suis plutôt content. Je suis d'accord avec toi, moi, c'est le genre de titre que j'aurais bien vu sortir dans un recueil. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça frustrant, les recueils, parce que voilà, on n'a pas toute l'œuvre, etc. Après, je trouve que pour le coup, ne pas avoir toute l'œuvre, justement, sur ce genre d'histoire où il y a pas un suivi, bah, c'est finalement pas une mauvaise chose et ça aurait pu, peut-être permettre, bah, voilà, d'avoir entre guillemets «de meilleures ventes» dans le sens où s'il sortait, je sais pas, 2 volumes, de recueil et ben, forcément le lectorat pourrait peut-être plus suivre parce que là, il y a quand même pas mal de tomes et c'est vrai que c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, je pense que ça m'aurait quand même suffi, d'avoir, peut-être 2 volumes, avec, le best-of en fait, de ces histoires. Mais c'est vrai que c'est dans tous les cas, c'est intéressant de l'avoir, dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être plus pratique et plus économique en tout cas, d'avoir, un recueil. Ouais, effectivement. Est-ce qu'Antoine, tu as quelque chose à ajouter euh, Je n'ai pas parlé tout à l'heure de ce que j'avais pensé du titre. Je pense que je vais aller dessus, mais après, je suis pas forcément d'accord avec l'idée de faire des recueils parce que c'est le genre d'histoire que je kiffe lire. Je suis déjà frustré d'avoir seulement un recueil pour Lupin, des trucs comme ça. Après, c'est le genre d'histoire que je kiffe lire, et, mais je comprends totalement, hein, par contre. Euh, pour revenir à ce qui m'a fait kiffer le titre, écoutez, le titre il reprend en fait les événements du coup de son enfance, donc c'est dans les années 80. À l'époque, le Japon, c'est encore l'ère Showa, c'est encore un empereur qui dirige le Japon, si je me trompe pas. Enfin, c'est une toute autre époque, et puis c'était un moment très apprécié. Et il y a plein de name dropping et de références, un peu comme dans Ozuki qui était proposé par Noévé dans la collection XS, que, euh, que j'adore, qui sont pas forcés, et que si on est un peu curieux et qu'on veut voir à ce que ça donne, on peut se faire une idée d'à quoi ressemblait le Japon de cette époque au niveau musical ou au niveau littéraire. C'est vraiment pas mal. Et même au-delà de ça, en fait, toutes les petites scénettes, j'avais l'impression aussi de repenser à ce que moi à ce que j'avais pu vivre dans mon enfance et toutes ces petites galères ou tous ces petits moments de blagues et tout, notamment premier chapitre avec le monsieur qui vend des fausses cartes. Enfin bref, c'est très 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 cocasse. Moi j'aime beaucoup. Et, et ce qui me fascine encore plus, c'est de savoir que donc cette œuvre qui regroupe presque tous les souvenirs de l'autrice, donc sont retranscrits sur un manga, mais l'autrice n'a jamais donné une seule bribe de sa vie privée, euh, même son prénom et son nom, car ils ont été donnés genre juste après sa mort en 2018. Et c'est ce que je trouve fascinant d'avoir quelqu'un d'aussi confident dans son œuvre, mais qui n'a jamais
partager une seule goutte de sa vie privée dans une interview ou à la télé. Voilà. Bah, c'est une belle, c'est une belle conclusion et je lirai le commentaire de Eferi qui ajoute que aussi que bah, pour une fois, je trouve enfin, je cite, hein, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort sur le tarif, 7,95 € pour un titre risqué qui a 18 volumes, c'est honorable. Et croisons les doigts qu'ils ne fassent pas d'augmentation vis-à-vis de ça. Et oui, c'est cool que en plus de ça, bah, le titre soit accessible. Parce que bah, 18 tomes, ça en fait pas une petite série, ça fait pas non plus une série très longue, mais ça reste quand même un certain nombre de tomes. Donc ouais, c'est cool que ce soit accessible à ce niveau-là.